Il ne s'est pas contenté de s'en aller. Il a attendu que le cercueil de sa mère soit descendu dans la terre, plusieurs semaines après l'enterrement discret de son père. Puis il s'est éloigné de la file des personnes en deuil et a glissé un dossier en papier craft dans les mains tremblantes de sa femme, sous le regard de leur fils de 7 ans. Cet après-midi-là, au bord d'une tombe fraîchement creusée, Elena Vargas, que la plupart des personnes présentes ne connaissaient que sous le nom d'Elena Cole, l'épouse discrète et ordinaire, se tenait debout, les chaussures couvertes de boue et les yeux remplis de larmes, un bras autour de son ventre rond, l'autre enroulé autour des épaules de Léo, tandis que son mari disait « Signe-les quand tu pourras, j'en ai fini ». Puis il leur tourna le dos. Il traversa le cimetière avec une valise à roulettes derrière lui, passa devant les voitures garées et se dirigea vers une silhouette qui l'attendait derrière une vitre teintée. Il pensait qu'elle n'avait aucun pouvoir, il pensait qu'elle n'avait pas de nom à elle. Il pensait que la laisser à un enterrement l'effacerait définitivement de sa vie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qu'il venait d'abandonner n'était pas seulement une épouse, elle était fille unique. Sa mère n'était pas seulement Marisol, son père n'était pas seulement Victor. Et cette enveloppe scellée qui attendait dans le bureau d'un avocat, adressée uniquement à Elena, contenait des décisions qui allaient bien au-delà d'un mariage brisé. Alors qu'Adrien s'éloignait en voiture pour commencer la vie qu'il pensait mériter, Elena était déjà invitée à s'asseoir, à respirer et à écouter des mots enregistrés bien avant la trahison qu'il avait soigneusement planifiée. Des mots qui allaient tranquillement renverser la situation qu'il pensait avoir gagnée. À partir de ce moment, cela a cessé d'être l'histoire d'une femme sans défense, rejetée. C'est devenu autre chose. Une guerre lente et précise, faite de documents, de signatures, de salles d'audience et de conséquences qu'Adrienne n'avait jamais imaginées lorsqu'il avait choisi de s'en aller devant une tombe. Chers téléspectateurs, merci d'être là. Si vous regardez sans vous abonner, c'est comme si vous laissiez la voix d'Elena être enterrée avec sa mère. En cliquant sur ce bouton, vous vous tenez aux côtés de toutes les femmes abandonnées dans les pires moments de leur vie et de tous les enfants qui ont vu une porte se fermer. Abonnez-vous dès maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. La pièce a explosé dans un chaos silencieux au moment où Elena Vargas a ouvert la boîte en cèdre. Les papiers ont glissé et se sont répandus sur le tapis comme si une petite tempête avait éclaté dans son modeste salon. Sa main tremblait, non pas de peur, mais sous le poids de ce qu'elle s'autorisait enfin à voir. Elena, 40 ans, douce et gentille, s'agenouilla sur le tapis, entourée de documents qu'elle avait passé des années à prétendre ne pas la définir. Ni à ses voisins, ni à ses amis, ni même à son mari. La boîte elle-même était lourde, gravée des initiales VH pour Vargas Holdings, un nom qui apparaissait dans les journaux économiques, les rapports industriels et les petits caractères des prêts aux grandes entreprises, mais jamais dans les conversations quotidiennes d'Elena. Pendant la majeure partie de son mariage, cette boîte était restée au fond du placard de sa chambre, exactement là où son père lui avait dit de la garder jusqu'au moment opportun. Le moment opportun était arrivé plus tôt que prévu. Un petit cri étouffé s'échappa de ses lèvres. À l'intérieur se trouvaient des sceaux d'entreprise estampillés en or, des certificats d'action, des accords de propriété et des dossiers gaufrés marqués de l'emblème Vargas. Ils scintillaient sous la lumière du soir, reflétant un monde dont Elena s'était enfuie. Un monde trop vaste, trop puissant, trop dangereux pour une femme qui pensait ne vouloir qu'un amour simple et une vie simple. Elle n'avait jamais tout compté, mais elle en savait assez. Ces sceaux, ces papiers, ces signatures représentaient ensemble un empire familial évalué discrètement à environ 9 milliards de dollars. Une richesse qu'elle n'avait jamais utilisée, une richesse dont elle n'avait jamais discuté avec Adrien. À côté des papiers se trouvait une enveloppe juridique scellée, épaisse et lourde. L'étiquette la frappa comme un coup de poing dans la poitrine. À Elena, à ouvrir par M. Hayes après notre décès. Ses yeux la piquèrent, et son souffle se coupa. M. Hayes, l'avocat de ses parents, fidèle à la famille Vargas depuis des décennies, l'avait appelé 2 jours plus tôt. Elena, lui avait-il dit gentiment, apportez la boîte en cèdre dans cette enveloppe scellée à mon bureau après l'enterrement de votre mère. Vos parents ont laissé des instructions. À présent, cette enveloppe lui semblait radioactive entre ses mains. Elena la serra contre son cœur et ferma les yeux. Elle n'était pas seulement Elena, la femme discrète qui travaillait à temps partiel dans une association caritative locale et faisait ses courses pendant les soldes. Elle était Elena Vargas,
fille unique de Victor et Marisol Vargas, fondateur d'un empire industriel valant plusieurs milliards de dollars. Ses parents avaient construit des usines, des centrales électriques et des centres de production à travers le pays grâce à plusieurs sociétés holding privées. Ainsi, le nom de la famille n'a jamais fait l'objet de ragots dans les magazines People. Les ouvriers avaient un toit grâce au salaire versé par Vargas. Les villes avaient de l'électricité grâce au contrat signé par Vargas. Mais ses parents cachaient leur influence derrière une vie modeste et une grande humilité. Et Elena avait suivi leur exemple. À l'âge de 8 ans, son père, Victor, la hisse sur ses épaules lors d'une visite d'usine. Les ouvriers sourient et l'appellent la Pniena, la petite patronne. Elle leur fait signe en gloussant. Victor se penche vers elle et murmure « Souviens-toi de moi, Carita. La grandeur ne se mesure pas à ce que les autres voient. Elle se mesure à la façon dont tu traites les gens quand personne ne te regarde. » À 17 ans, sa mère, Marisol, lui brosse les cheveux dans leur petite maison confortable. « Cache ta richesse jusqu'à ce que tu trouves un homme dont l'amour ne dépend pas d'elle, » lui dit Marisol doucement. « Mais pourquoi ?» La jeune Elena fronce les sourcils. « Parce qu'un mauvais homme, » répond sa mère, « verra ton cœur comme un moyen d'arriver à ses fins, et non comme un cadeau. » Les souvenirs s'estompent, remplacés par la dure réalité du présent. Il y a 2 mois, le jet privé de ses parents a subi une panne moteur en plein vol. Les enquêteurs ont conclu à une défaillance mécanique. Pour Elena, c'était comme si le ciel lui-même s'était déchiré et avait englouti son monde. Elle a passé ces dernières semaines à s'occuper de tout. Les documents juridiques, les condoléances et 2 cérémonies distinctes. La dépouille de son père avait été inhumée discrètement dans un mausolée familial privé à l'étranger. L'enterrement d'aujourd'hui, celui qu'elle était encore en train d'organiser alors même qu'elle était agenouillée sur le sol, serait le dernier adieu de sa mère sur le sol local, enceinte de 9 mois, dormant à peine, continuant à faire croire à tout le monde, y compris à son mari, qu'elle était une femme comme les autres. Une petite main lui tapota l'épaule. « Maman, regarde !» Léo, 7 ans, les yeux brillants et pleins de vie, lui montrait un dessin. Sur l'image, les parents d'Elena souriaient à côté d'un grand bâtiment portant l'inscription « Usine principale de Vargas ». Elena se figea. Léo ne comprenait pas ce qu'il avait dessiné. Il avait simplement copié une photo qu'il avait vue un jour dans son vieil album. Mais si Adrien la voyait et commençait à poser des questions, elle plia délicatement le dessin et le glissa sous le bord de la boîte en cèdre. « Gardons cela entre nous. »« D'accord, » murmura-t-elle. Léo acquiesça joyeusement, inconscient qu'un simple dessin pouvait révéler tout le secret. Elle passa une main dans ses cheveux. L'amour et la culpabilité s'entremêlaient. Son mari, Adrien Coll, âgé de 42 ans, était ambitieux, charmant en public et constamment agité. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il admirait son calme, sa gentillesse et ce qu'il pensait être son éducation simple. Il savait que ses parents possédaient autrefois des usines dans leur ville natale, mais Elena lui avait laissé croire qu'ils avaient tout vendu et pris une retraite modeste. Au fil des ans, son admiration s'était transformée en frustration. Il voulait un statut social, il voulait plus. Il voulait une vie qui semblait plus riche que leur modeste maison et leur vieille voiture. Il n'avait aucune idée qu'Elena pouvait discrètement acheter et vendre 10 fois plus que tous les symboles de réussite qu'il poursuivait. Elle avait choisi l'humilité, elle avait choisi la paix, elle avait choisi l'amour. Et maintenant, avec la disparition de ses parents et l'ouverture de la boîte en cèdre, tout cela n'était plus hypothétique. L'empire était à elle. Des pas retentirent derrière elle. Tante Maria, la sœur aînée de sa mère, entra dans la pièce, le visage marqué par le chagrin. « Elena, Mija, tu vas bien ?» demanda Maria doucement. Elena acquiesça. « Je finis juste quelque chose avant demain. » Derrière Maria, Sofia, la cousine de 33 ans d'Elena, entra avec des échantillons de fleurs. Son regard se posa sur la boîte ouverte, puis sur le visage pâle d'Elena. « Elena, tu devrais te reposer, » murmura Sofia. « Je le ferai. » mentit Elena. Mais son monde était déjà en train de basculer. Son téléphone vibra. Elle espéra, pria pour que ce soit Adrien qui prenne de ses nouvelles, lui demande si elle avait besoin de quelque chose, se souvenant que demain, elle enterrerait sa mère. Au lieu de cela, le message la frappa comme un coup de massue. « Adrien, ne m'attends pas. » Réunion tardive encore une fois. Son cœur se serra. Son faible sourire s'évanouit. Pour la première fois, sous son chagrin, elle ressentit autre chose. Un avertissement silencieux, une fissure qu'elle ne pouvait plus ignorer.
Au plus profond d'elle-même, Elena le sentait. Les fissures dans son mariage s'élargissaient et quelque chose de sombre approchait. La porte d'entrée claqua si fort que les cadres photos tremblèrent, et Elena sursauta, sa main se posant instinctivement sur son ventre. Le bruit déchira le silence de la maison comme une accusation. Fort, aigu, impatient. Sur le sol, Léo leva les yeux de son livre de coloriage. Les crayons de couleur restèrent suspendus dans les airs. Audrey et Cole étaient rentrés à la maison. Âgé de 42 ans, grand, charismatique, et autrefois l'homme qui lui avait fait croire en l'éternité, Adrien se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte comme un étranger. Sa veste de costume pendait sur une épaule, sa cravate était défaite, sa chemise légèrement froissée, comme s'il avait passé suffisamment de temps ailleurs que dans son bureau pour oublier le miroir. Il ne salua pas son fils. Il ne regarda pas Elena. Il ne posa aucune question sur les détails des funérailles, ni sur son rendez-vous chez le médecin, ni sur ses chevilles enflées. Il passa devant eux sans s'arrêter. Le bruit intense de la porte qui claquait fit place à un silence lourd et douloureux. « Tu rentres tard », dit Elena doucement, s'efforçant de parler d'une voix calme plutôt que suppliante. « Je t'ai dit que j'avais du travail », rétorqua-t-il sèchement, en tirant sur ses boutons de manchette. Léo observait la scène, les yeux écarquillés. Il adorait son père, mais ces derniers temps, celui-ci traitait Adrienne comme un animal sauvage. Il essayait toujours de deviner quelle version allait franchir la porte. Elena se leva du canapé, le poids de sa grossesse lui faisant mal au dos. Elle s'approcha lentement de lui. « Tu n'as pas répondu à mes appels, dit-elle. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose sur la route. » Adrien roula des yeux. « J'étais occupé, Elena. Tout n'est pas une urgence. » Son téléphone était posé sur la table à côté du sien. Alors qu'elle tendait la main pour le prendre, son écran s'alluma. Un aperçu s'afficha pendant une demi-seconde, juste assez longtemps. « Tu vois, je n'arrête pas de penser à hier soir. » Les poumons d'Elena oublièrent comment fonctionner. Adrien attrapa le téléphone si vite qu'il faillit glisser de la table. Il le retourna, les doigts crispés autour. Son estomac se noua. Pas à cause du bébé cette fois. À cause de la peur, froide et aiguë. « Qui est-ce que » demanda-t-elle doucement. La voix d'Adrien se fit plus aiguë. « Tu vérifies mon téléphone maintenant ?»« Tu l'as laissé déverrouillé sur la table, » répondit-elle. « Le message vient d'apparaître. »« Ça ne veut pas dire que tu peux le lire, » marmonna-t-il. « Je ne l'ai pas lu, » murmura-t-elle. « J'ai juste vu que c'était du travail, Elena, » déglutit-elle. « Le travail n'envoie généralement pas d'émoji en forme de cœur. » Il s'arrêta à mi-chemin du couloir, mais ne se retourna pas. « Ne commence pas, » l'avertit-il. « Je suis fatigué. » Il disparut dans la salle de bain et claqua la porte plus fort que nécessaire. Quelques secondes plus tard, la douche se mit en marche. Il ne prenait jamais de douche aussi tard, à moins d'avoir été quelque part dont il ne voulait pas parler. Elena se tenait au milieu du salon, immobile, l'esprit en ébullition. « Maman, tu es triste ?» murmura Léo. Elle esquissa un sourire qui semblait sur le point de se fissurer. « Non, mon chéri, juste fatiguée, » répondit-elle. Un autre mensonge pour dissimuler une autre blessure. Elle prit la veste de costume d'Adrienne sur l'accoudoir du fauteuil. Elle sentait son eau de Cologne et autre chose. Un parfum floral doux qui n'était pas le sien. Le même qu'elle avait senti faiblement sur sa chemise 2 semaines auparavant et qu'elle s'était dit provenir d'une collègue qui l'avait embrassée au bureau. Il s'était vaporisé de l'eau de Cologne fraîche dans la salle de bain. Elle avait entendu le clic familier. Adrienne ne mettait jamais d'eau de Cologne juste avant de se coucher, seulement avant de sortir ou de rentrer d'un endroit où il n'aurait pas dû se trouver. Lorsqu'il sortit de la salle de bain, les cheveux humides, le téléphone à la main, il ne jeta pas un regard à elle ni à Léo. Il se dirigea directement vers la chambre, prit ses clés et glissa son portefeuille dans sa poche. « Où vas-tu » demanda Alena d'une voix calme mais douce. « Je retourne au bureau » répondit-il. « Un problème avec un client. »« À cette heure-ci ? C'est urgent. » L'avertissement que sa mère lui avait donné il y a des années lui revint à l'esprit comme un fantôme. Les gens cachent leurs véritables intentions dans de petites habitudes. Elena observe comment ils changent leur routine. Elena croisa les mains sous son ventre, luttant contre l'envie de pleurer. « Adrien, pouvons-nous au moins discuter après l'enterrement ? Je te sens éloigné. » Il la regarda alors pendant un bref instant. Son visage était indéchiffrable.
Pas maintenant, dit-il. Il se dirigea vers la porte. Je vais être en retard. Ne m'attends pas. La porte se referma dans un clic. Léo glissa sa petite main dans la sienne. Papa ne l'a pas embrassée, murmura-t-il. Non, répondit-elle doucement. Il ne l'a pas fait. Son téléphone vibra. Nouveau message. Sophia. Sophia, Adrienne te traite bien? J'ai vu comment nous nous sommes comportés la semaine dernière. Quelque chose ne va pas. Elena fixa les mots, le pouce suspendu au-dessus de l'écran. Elle voulait le défendre comme elle l'avait toujours fait, mais au fond d'elle-même, elle savait que Sophia avait raison. Et bientôt, Elena allait entendre quelque chose qu'elle ne pourrait jamais oublier. La preuve que l'homme qu'elle aimait l'avait déjà remplacée. Le rire d'une autre femme transperça le silence comme un couteau. Elena se figea dans le couloir sombre, ses pieds nus appuyant sur le sol en bois froid. La porte de la salle de bain au bout du couloir était entr'ouverte, laissant échapper des nuages de vapeur. Derrière le verre dépoli, l'ombre d'Adrienne bougeait, le téléphone près de sa bouche. « Non », dit-il dans un murmure grave et aigu. « Écoute, je t'ai dit que je m'en occuperai. Elle ne sera plus un problème très longtemps. » Le pouls d'Elena battait à tout rompre dans ses oreilles. Il ne parlait pas de travail, il ne parlait pas de stress. Il parlait d'elle. Elle s'approcha lentement, en prenant soin de ne pas faire grincer le plancher. Adrien baissa la voix, mais la maison était si calme qu'elle entendait chaque mot venimeux. Elle pense toujours que nous traversons juste une mauvaise passe. Il dit « Une fois les funérailles terminées, je partirai. Tu sais, je ne veux plus de ce mariage. » Silence, puis à nouveau ce même rire doux. Chaleureux, espiègle, familier d'une manière qui la brûlait. Un rire qu'elle n'avait pas entendu de sa part depuis des mois. « Promets-moi juste, Adrien », ronronna la voix de la femme à travers le haut-parleur. Plus de retard, comme si l'existence d'Elena n'était qu'un obstacle dans son emploi du temps. Il soupira, et cette fois, le son était joyeux. « Je te le promets, Chloé. » Bientôt, Chloé. Le message de tout à l'heure s'emboîtait soudainement comme la pièce manquante d'un puzzle cruel. Les mots résonnaient dans la poitrine d'Elena, se heurtant au mur de son incrédulité d'il y a des années. Adrienne lui tient les deux mains, souriant doucement. « Je veux passer ma vie avec toi, Elena. Peu m'importe ce que tu as ou n'as pas. Je te veux, toi. Il y a 6 mois. » Elena grimace, essayant de se lever du canapé, serrant son ventre nauséeux de femme enceinte. « Tu peux rester à la maison ce soir ? » « Je me sens mal, » demande-t-elle. Il ne lève pas les yeux de son ordinateur portable. « Tu es trop exigeante ces derniers temps, Elena. Je ne peux pas tout laisser tomber pour chaque petite chose. » Il y a 2 semaines, il s'allonge aussi loin d'elle que possible dans le lit, prétextant qu'il a trop chaud pour se blottir contre elle. Elle l'avait cru à l'époque. Maintenant, elle savait mieux. Un petit sanglot lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Elle plaqua une main sur sa bouche, terrifiée à l'idée qu'il l'entende. Elle n'était pas prête à l'affronter. Pas encore, pas sans réfléchir, pas sans un plan, pas alors qu'elle était si proche de son terme et qu'elle s'accrochait au peu de force qui lui restait. Dans la salle de bain, la voix d'Adrienne s'adoucit. « Bonne nuit, ma chérie », murmura-t-il. « Ma chérie », il avait cessé d'appeler Elena ainsi depuis des mois. Les murs semblaient s'incliner autour d'elle. Les larmes s'accumulèrent et finirent par couler, glissant sur ses joues et tombant sur le parquet. Son esprit tenta de négocier. Peut-être avait-elle mal compris. Peut-être voulait-il dire autre chose. Peut-être. Non. Le parfum sur sa veste, l'emoji en forme de cœur, les visites nocturnes au bureau, la façon dont il avait déjà quitté émotionnellement leur foyer. Tout cela pointait dans une seule direction. L'appel se termina par un léger bip. La lumière changea sous la porte de la salle de bain lorsqu'il bougea. Elena se colla dans l'ombre à côté de la chambre d'amis, retenant son souffle comme si sa vie en dépendait. La porte s'ouvrit. Adrienne entra dans le couloir, une serviette autour de la taille, le téléphone toujours à la main. Il jeta un coup d'œil à l'écran, sourit, puis le verrouilla avec un nouveau code. Il passa devant sa cachette sans même s'arrêter. Il ne la sentit pas. Il ne la chercha pas. À ce moment-là, elle comprit qu'il ne vivait plus émotionnellement dans cette maison. Il disparut dans leur chambre, fredonnant doucement. Elena resta où elle était, accrochée au mur. Son corps tremblait. Sa poitrine lui faisait mal. Sa gorge était serrée, comme si elle retenait un cri qu'elle refusait de laisser sortir. « Maman !» La voix endormie de Léo flottait depuis le salon.
Elena essuya ses joues avec le dos de sa main, forçant son souffle à se calmer. Elle marcha vers son fils. Elle ne pouvait pas craquer, pas devant Léo, pas ce soir. Elle s'allongea à côté de lui jusqu'à ce que sa respiration redevienne régulière, une main posée sur son ventre. Elle connaissait désormais la vérité. Rien dans son mariage n'était ce qu'il semblait être. Et bientôt, elle se tiendrait à côté de la tombe de sa mère, ayant plus que jamais besoin de lui, pour le voir lui porter le coup de grâce. La pelle frappa la terre avec un bruit sourd, et le son transperça la poitrine d'Elena. Une vague d'intensité la submergea. Les membres de la famille, vêtus de noir, entouraient la tombe ouverte, murmurant des prières, se signant, essuyant leurs larmes. La voix du prêtre flottait dans l'air frais, mais les mots étaient flous autour d'elle. Elena, enceinte de 9 mois, les yeux gonflés par les nuits blanches, le cœur déjà brisé, se tenait debout, chancelante, près de l'avant, serrant les mains de Léo si fort qu'il grimaçait. Elle relâcha son étreinte en murmurant « Désolé, chérie », et lui caressa les jointures avec son pouce. Il descendait maintenant le cercueil de sa mère. Les restes de son père avaient été inhumés quelques semaines plus tôt, lors d'une petite cérémonie privée à l'étranger. Aujourd'hui avait lieu l'enterrement public que sa mère méritait. Des amis, des employés des anciennes usines Vargas, des voisins qui ne connaissaient Marisol que comme l'infirmière gentille qui apportait toujours à manger quand quelqu'un était malade. Pour la plupart des personnes présentes, Alita était simplement la fille de Marisol. Pas l'héritière Vargas, pas une milliardaire, juste l'enfant en deuil qui disait adieu. Elle pouvait à peine se tenir debout. « Elena, Mihika, appuyez-vous sur moi », murmura tante Maria en passant un bras autour d'elle. Elena acquiesça, ravalant sa nausée et son chagrin. Le bébé bougea contre ses côtes, comme s'il sentait la tempête arriver. Alors que le cercueil descendait, un mouvement près des portes du cimetière attira son attention. Une berline sombre était garée là, juste au-delà du parking officiel. À travers le pare-brise, elle aperçut une femme aux cheveux foncés et aux lunettes de soleil surdimensionnées. Le regard de la femme était fixé sur l'enterrement, puis se tourna vers une silhouette familière qui se tenait près du fond de la foule. Adrien. Elena eut un haut le cœur. Elle ne connaissait pas encore le nom de la femme. Elle avait simplement reconnu sa silhouette. Et en un éclair, elle se souvint du parfum floral qui imprégnait le costume d'Adrienne. Ce parfum qui n'était pas le sien. Bien sûr, il ne viendrait pas seul. Adrienne s'avança, vêtue d'un tailleur qui semblait plus adapté à une présentation professionnelle qu'à des funérailles. Son visage était impassible, sans aucune trace de rougeur ou de gonflement, contrairement à ce que l'on attendait d'une personne en deuil. Il portait un dossier en papier, Kraft. « Elena », appela-t-il doucement. Elle se retourna, s'attendant à partager au moins un moment de douleur. Ils avaient perdu la même femme qu'il avait appelée « fils » pendant 13 ans, mais ses yeux étaient froids, déterminés, sans émotion. « Pas ici, Adrien », avertit tante Maria, sentant quelque chose dans son attitude. Il l'ignora. « Nous devons parler », dit-il. « Maintenant », murmura Elena. « J'enterre ma mère », dit-il en lui tendant le dossier. « Demande de dissolution du mariage. » Au début, les mots ne pénétrèrent pas son esprit. Ils flottaient simplement dans l'air comme de la fumée. Puis, ils la frappèrent d'un seul coup. La tombe, le cercueil, la prière du prêtre, les petits doigts de son fils dans sa main et les papiers du divorce. Une vague de chuchotements choqués parcourut les personnes en deuil. Monsieur Hayes, debout quelques rangées derrière pour représenter le côté juridique de la famille Vargas, se raidit. Il savait qu'Adrien était au courant des prêts liés à sa carrière et savait exactement ce que cela signifiait pour lui de choisir ce moment. Adrien. La voix d'Elena se brisa. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que faire traîner les choses est pire, dit-il comme s'il s'agissait d'une conversation banale. Nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus depuis des années. Je suis juste honnête. Nous devions parler après les funérailles, murmura-t-elle. Il lui avait envoyé un SMS à ce sujet plus tôt dans la semaine. Elle pensait qu'il parlait de réconfort, de projets pour le bébé, de décisions financières. Il parlait de ça. « Je suis enceinte de ta fille », dit-elle en posant sa main libre sur son ventre. « Ça ne peut pas attendre un jour. »« Tu t'en sortiras », répondit-il. « Ta famille prendra soin de toi. »
Il n'avait aucune idée à quel point cette affirmation était vraie. Léo tira sur sa robe. « Papa nous quitte ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Adrien regarda enfin son fils, mais son expression s'adoucit à peine. « Va rejoindre ta tante, Léo. » Derrière lui, la portière sombre de la voiture garée au bord du cimetière s'ouvrit à moitié. La brune aux lunettes de soleil se pencha en avant, puis hésita lorsqu'elle vit l'attention que la scène attirait. Elle referma presque complètement la porte, observant à travers l'étroite fente. C'était donc ça, le soutien de Chloé. Assez proche pour revendiquer le moment, assez loin pour prétendre qu'elle n'avait pas vu les dégâts. Un souvenir transperça Elena. Il y a un mois, Adrienne claqua un tiroir de la cuisine. « Les drames de ta famille sont épuisants, dit-il. Os, les avocats, les funérailles, je ne peux pas continuer à mettre ma vie entre parenthèses pour ça. » À l'époque, elle pensait que c'était le stress qui parlait. Aujourd'hui, elle comprenait que c'était un homme qui avait déjà choisi de partir. « Je ne signerai pas ces papiers aujourd'hui, » murmura Elena, les mains tremblantes alors qu'elle serrait le dossier. « Pas sur la tombe de ma mère. »« Tu n'as pas besoin de les signer maintenant, » dit-il. « Fais vite. » Mon avocat a déjà déposé les papiers. C'est une formalité. Ses genoux se dérobèrent en sous elle. « Elena » s'écria tante Maria en la rattrapant alors qu'elle vacillait. Monsieur Hayes s'approcha. « Elle a besoin de s'asseoir, » dit-il d'un ton sec. Mais Elena ne pouvait pas. Pas encore. Elle avait besoin de voir ça, de se souvenir. Adrienne ajusta sa montre, jetant déjà un coup d'œil vers le parking. « J'enverrai quelqu'un chercher mes affaires, » dit-il. « C'est mieux ainsi. »« Mieux pour qui ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Il ne répondit pas et s'éloigna. La femme brune se laissa glisser complètement sur son siège, se recroquevillant légèrement à l'approche d'Adrien. Il ne la présenta pas, ne se retourna pas, ouvrit simplement la portière côté passager, murmura quelque chose, puis se dirigea vers le coffre de sa propre voiture. Léna regarda la valise qu'il avait préparée quelques jours plus tôt. Elle se souvint des chemises manquantes, du tiroir à moitié vide qui était soulevé pour être mis dans le coffre. Son monde s'était déjà effondré. Elle n'en avait simplement pas encore vu les morceaux. Et tandis qu'Adrien marchait vers sa voiture, la valise à la main, Elena ressentit une certitude écœurante. Ce n'était pas seulement une dispute, c'était le moment où il allait vraiment les abandonner. Le moteur de la voiture rugit, trop fort pour un cimetière. Le cœur d'Elena se serra lorsque le bruit déchira l'air. On aurait dit quelque chose qui se déchirait, comme une porte qui claquait sur la vie qu'elle pensait avoir. Adrien fit rouler sa valise sur le gravier vers sa voiture, les épaules tendues, les yeux fixés devant lui. La femme brune, Chloé, dont Elena ne connaissait toujours pas le nom, attendait dans la berline près de la sortie, les lunettes de soleil toujours sur le nez, le visage tourné vers son téléphone. Il partait, s'éloignant de sa femme, s'éloignant de son fils, s'éloignant de sa fille à naître. Adrien. La voix d'Elena se brisa alors qu'elle essayait de s'approcher de lui, une main sur son ventre. « S'il te plaît, pas comme ça. Nous venons d'enterrer ma mère. » Il ne ralentit pas. Tante Maria serra Elena dans ses bras. « Attention, Hija, tu trembles, » murmura-t-elle. La petite voix de Léo tremblait. « Je vais lui parler, » chuchota-t-il. « Papa m'écoute. Léo, attends. » Elena tendit la main, mais il se dégagea et s'enfuit en courant. Son cœur bondit dans sa gorge. « Papa !» cria Léo, ses petites chaussures crissant sur le gravier. « Papa, ne pars pas. Maman pleure. S'il te plaît, ne pars pas. » Adrien finit par s'arrêter. Pendant une seconde, tout se figea. Il se tourna juste assez pour regarder son fils, mais il ne s'agenouilla pas. Il n'ouvrit pas les bras. Son expression était impatiente. « Léo !» soupira-t-il. « Retourne auprès de ta mère. » Le visage de Léo se décomposa. « Mais tu avais dit qu'on serait ensemble quand le bébé arriverait. » Adrienne serra les mâchoires. « Les plans changent. Va rejoindre tante Sophia. » Il se détourna avant que Léo puisse répondre. Au bord du terrain, Chloé se déplaça sur son siège, s'éloignant du pare-brise, comme si elle ne voulait pas être reconnue. Elle observait cependant chaque geste, chaque larme. Elena essaya de marcher vers eux, mais ses genoux menaçaient de se dérober. Le stress, la chaleur, le chagrin, le choc. Son corps semblait s'éteindre. Elle trébucha et tomba à genoux dans l'herbe à côté de la tombe de sa mère. La douleur dans sa poitrine se heurta à une pression soudaine et aiguë au fond de son abdomen. « Adrien, s'il te plaît, » haleta-t-elle. « Je ne vais pas bien. » Il ouvrit la portière du conducteur.
tu vas y arriver. Il dit, ta famille est là, tu n'es pas seul. Il avait utilisé ces mots tant de fois. Tu arriveras à excuser chaque absence, chaque choix égoïste. Zofia courut après Léo et le prit dans ses bras avant qu'il n'atteigne la voiture en mouvement. Léo donna des coups de pied et sanglota contre elle. « Non, papa, ne nous quitte pas, ne quitte pas maman. » Adrien ne se retourna pas. Il ferma la porte, démarra le moteur et s'éloigna. Sa voiture roula vers l'avant, puis accéléra, les pneus crissant sur les cailloux. La berline de Chloé suivit après une brève pause, se fondant derrière lui et disparaissant à travers les portes du cimetière. Le silence s'abattit sur eux. Elena leva la tête à temps pour voir les voitures disparaître au coin de la rue. La dernière image qu'elle avait d'Adrien était son profil à travers le pare-brise, les yeux fixés droit devant lui et les mains fermement posées sur le volant, comme s'il s'agissait d'un trajet comme les autres. Quelque chose en elle finit par se briser. L'homme qu'elle avait défendu, l'homme qu'elle avait excusé, l'homme qu'elle avait aimé. Il était parti. Le choc la frappa d'abord, engourdissant et brûlant. Puis vint l'humiliation, en se souvenant de tous les proches qui regardaient. Puis une douleur plus profonde, la prise de conscience que Léo avait vu son père choisir un étranger plutôt qu'eux. Sa respiration était saccadée et superficielle. Tante Maria s'agenouilla à côté d'elle. « Elena, regarde-moi, respire, ma mort. » Monsieur, Hayes s'approcha, le visage profondément marqué par l'inquiétude. Il était resté silencieusement en marge du chaos, mais il voyait maintenant qu'il s'agissait de plus qu'une simple émotion. « Elena, dit-il d'une voix ferme mais douce, tu es pâle, nous devrions te faire examiner par un médecin. » Elle secoua la tête, serrant son ventre. « Pas encore, je dois finir de dire au revoir. » Elle tourna son regard vers la tombe, vers les fleurs, vers la photo de sa mère qui souriait depuis son cadre. « Je suis tellement désolée, maman, » murmura-t-elle. « Je pensais avoir fait le bon choix. Je pensais avoir choisi un homme qui resterait. » Les larmes brouillaient sa vision. Monsieur Hayes jeta un coup d'œil à tante Maria, puis s'accroupit pour regarder Elena dans les yeux. « Elena, dit-il doucement, je n'aborderai pas ce sujet aujourd'hui si ce n'était pas urgent, mais vos parents ont laissé des instructions très claires. » Elle cligna des yeux, essayant de se concentrer. « Des instructions ?» répéta-t-elle. « Il s'agit de leur testament, dit-il. Ils ont insisté pour que nous nous rencontrions dès la fin de l'enterrement. Ils ont laissé quelque chose d'important qui vous est destiné. Le monde autour d'elle s'est tu, les murmures de condoléances, le bruit des pelles, le bourdonnement lointain de la circulation. Tout ce qu'elle entendait, c'était le mot « testament » qui résonnait dans son esprit. Et au milieu de son profond chagrin, Elena n'avait aucune idée. Le testament qui l'attendait allait non seulement la rétablir, mais aussi lui donner le contrôle sur tout ce dont Adrien dépendait. Le clic du projecteur fit sursauter Elena. Le bruit était faible, mais après l'enterrement, tout semblait trop fort. La modeste salle de conférence du cabinet d'avocats de M. Hayes était silencieuse, les stores à moitié fermés, l'air lourd de l'odeur du papier et du cuir vieilli. Une intensité différente emplissait désormais l'atmosphère. Elle ne provenait pas de cris, de moteurs ou de portes claquées, mais de la certitude que ce qui allait suivre allait tout changer. M. Hayes, âgé d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au regard fatigué mais bienveillant, se tenait debout à côté du petit écran, la télécommande à la main. « Cet enregistrement, dit-il doucement, a été réalisé il y a 2 ans par vos parents. Ils m'ont demandé de vous le montrer après leur décès et après l'enterrement de votre mère. » Elena était assise, raide, dans le fauteuil en cuir. Sa robe noire était trop serrée autour de son ventre de femme enceinte de 9 mois. Ses pieds lui faisaient mal. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Tante Maria lui tenait une main. Sophia se tenait derrière elle, les doigts posés sur l'épaule d'Elena. Léo était assis à côté d'elle, serrant son dinosaure en peluche, plus silencieux que d'habitude. La pièce devint silencieuse. L'écran s'alluma et ses parents apparurent. Victor et Marisol Vargas, assis côte à côte sur un canapé qu'Elena reconnut comme provenant de leur ancienne maison, souriaient à la caméra. Son père portait sa chemise boutonnée habituelle. Sa mère avait les cheveux tirés en arrière et ne portait aucun bijou, à l'exception de son alliance. « Bonjour, Mihika » dit Marisol doucement. Elena eut le souffle coupé. Des larmes lui montèrent aux yeux. Victor se pencha légèrement en avant. «
Si tu vois ceci, Elena, cela signifie que ta mère et moi ne sommes plus à tes côtés dans ce monde, dit-il d'une voix douce mais ferme. Nous sommes désolés que tu doives entendre nos voix de cette manière, poursuivit Marisol. Mais nous ne voulions pas que ce soient des avocats ou des chiffres qui te transmettent notre héritage. Nous voulions que tu l'entendes de notre bouche. Victor prit une inspiration. À notre fille unique, Elena, tu es désormais l'unique héritière de Vargas Holdings et de toutes les sociétés associées dont la valeur totale est estimée à environ 9 milliards de dollars. Le chiffre resta suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre. Léo cligna des yeux, sans comprendre. Tante Maria serra la main d'Elena. Sofia lui serra l'épaule. Elena resta figée. Elle savait qu'ils étaient riches, elle avait vu les usines, elle avait vu les camions, mais elle n'avait jamais entendu le montant total prononcé à voix haute. Ses parents avaient toujours vécu comme des gens aisés de la classe moyenne, pas comme des milliardaires. Victor poursuivit. Tu détiendras les actions majoritaires dans toutes les branches principales. Tu auras toute autorité sur nos intérêts commerciaux, y compris le droit d'approuver, d'ajuster ou d'annuler tout prêt lié à Vargas Holdings. Sa mère ajouta. Nous avons caché cela au public et avons gardé notre nom hors des gros titres. Nous l'avons fait pour ta sécurité. Et pour toi, nous voulions que tu grandisses en étant gentille, sans te sentir privilégiée, afin de pouvoir choisir l'amour sans craindre les chasseurs de fortune. Elena essuya ses joues, les épaules tremblantes. Le regard de Victor s'adoucit. Tu te demandes peut-être ce que cela signifie pour ton entourage, y compris ton mari. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Les mots qui suivirent la touchèrent en plus profondément qu'elle ne l'avait prévu. Il y a environ 4 ans, dit Victor, tu nous as demandé si nous pouvions aider Adrienne dans sa carrière. Tu as dit qu'il était travailleur, ambitieux et qu'il méritait sa chance. Nous avons discrètement garanti un prêt commercial lié à l'entreprise pour laquelle il travaille. Le prêteur officiel est Vargas Holdings, et non nos noms personnels. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Nous avons accepté à 2 conditions, a-t-il poursuivi. Premièrement, qu'Adrien ne soit jamais au courant. Nous l'avons fait pour vous. Nous ne voulions pas que son amour change. Deuxièmement, si son caractère s'avérait dangereux pour vous ou vos enfants, la décision finale concernant ces garanties vous reviendrait. Marisol regarde droit dans la caméra. Si Adrien a été bon avec vous, juste avec vous, loyal avec vous, nous espérions que vous continueriez à l'aider. Si ce n'est pas le cas, souvenez-vous, Mihika, que votre sécurité et votre tranquillité passent avant tout. Vous ne devez à personne l'accès à votre cœur ou à votre héritage. Victor a terminé. Votre cœur était votre plus grande force. Utilisez-le avec sagesse et ne laissez personne vous traiter comme si vous aviez de la chance qu'il soit resté. C'est vous qui êtes un cadeau. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. Le silence a envahi la pièce. Elena regardait droit devant elle, n'entendant que l'écho des paroles d'Adrienne devant la tombe. Vous vous en sortirez. Votre famille prendra soin de vous. Il n'avait aucune idée de ce qu'était réellement sa famille. Monsieur Hayes s'avança et posa une pile de documents devant elle. Des transferts d'actions, des instructions fiduciaires, des formulaires de procuration. Cela rend tout ce que vos parents viennent de dire légalement réel, expliqua-t-il. À compter d'aujourd'hui, vous êtes l'actionnaire principal et le signataire final de Vargas Holdings. La garantie existante sur les prêts commerciaux d'Adrienne relève désormais de votre autorité. Elena déglutit péniblement. Donc, si je ne touche à rien, son entreprise continue. Oui, répondit M. Hay. Si vous retirez ou modifiez votre soutien, la banque prêteuse réévaluera son risque. Toute sa succursale pourrait être affectée. La voix de tante Maria était douce mais ferme. Vous n'êtes pas obligé de protéger l'homme qui vous a abandonné devant la tombe de votre mère. Ija Sofia lui serra l'épaule. Vous voyez enfin tout le tableau, Elena. Vous n'êtes pas un pion, vous ne l'avez jamais été. Quelque chose changea en elle. Le chagrin était toujours là, l'humiliation était encore vive, mais sous cela, un nouveau sentiment apparut. Calme, stable, dangereux dans son calme. Elle n'était pas impuissante. Elle n'avait jamais été impuissante.
Elle n'avait simplement jamais utilisé le pouvoir qui était le sien. Monsieur Hayes la regarda dans les yeux. « Nous pouvons faire plus pour vous protéger, vous et vos enfants, dit-il. Mais d'abord, vous devez connaître toute la vérité. J'ai déjà engagé quelqu'un pour nous aider dans cette tâche. » Et bientôt, Elena verrait ce qui s'était réellement passé dans son dos. Chaque séjour à l'hôtel, chaque message, chaque mensonge, exposé noir sur blanc. La porte du bureau s'ouvrit d'un coup sec et contrôlé. Elena sursauta légèrement, encore peu habituée à être au centre des réunions. Cela faisait 3 jours depuis l'enterrement dans la vidéo testamentaire. 3 jours de sommeil agité, de larmes silencieuses et de longues discussions avec tante Maria et Sofia sur la marche à suivre. Elle était à nouveau assise à une table de conférence, cette fois sans vêtements de deuil, mais toujours vêtue de vêtements de maternité sombres et amples. Monsieur Hayes était assis à côté d'elle. Une femme d'une 30aine d'années entra, portant un épais dossier noir. Il s'agissait de Maya Torres, une détective privée qui avait travaillé sur des affaires sensibles pour Monsieur Hayes et pour Vargas Holdings bien avant qu'Elena n'ait besoin d'elle. Cheveux courts, regard fixe, posture qui indiquait qu'elle ne perdait pas son temps en paroles inutiles. L'intensité dans la pièce s'accentua lorsqu'elle posa le dossier sur la table. « Nous avons ce que vous avez demandé », dit Maya en regardant d'abord Monsieur Hayes, puis Elena. Assez pour dresser un tableau très clair du comportement d'Adrienne au cours de l'année dernière. Elena serra les doigts. « Vous avez réussi à trouver tout cela aussi rapidement. » Maya acquiesça. « Votre père a autorisé une surveillance préliminaire plusieurs mois avant sa mort. Il avait des inquiétudes concernant les décisions financières d'Adrienne et m'a demandé de garder un œil sur tout ce qui pourrait mettre l'entreprise ou vous-même en danger. Après sa mort, ce rapport a été gelé jusqu'à ce que M. Hayes confirme vos souhaits. » M. Hayes ajouta gentiment. « Lorsque vous m'avez parlé de Chloé au téléphone, j'ai demandé à Maya de compléter le dossier. Moi, c'est a été et c'était. » Son père avait donc vu les fissures avant elle. Cette prise de conscience lui fit mal, mais elle se sentit aussi étrangement protégée. Maya ouvrit le dossier et fit glisser plusieurs documents vers Elena. « Ce sont des reçus d'hôtel, expliqua-t-elle. Les 2 mêmes hôtels, la même ville, les mêmes soirs de semaine, 3 mois d'affilée. La chambre était facturée sur la carte de crédit de l'entreprise d'Adrienne, mais enregistrée au nom d'une cliente, une femme nommée Chloé Bennett. » Elena fixa les reçus. Il y avait l'écriture d'Adrienne, sa signature familière et précipitée, les mêmes dates où il prétendait être submergé par des réunions tardives. Sofia, assise de l'autre côté d'Elena, se couvrit la bouche. Elena. Maya posa ensuite des captures d'écran imprimées. « Ce sont des SMS entre Adrien et Chloé, » dit-elle, récupérés à partir des sauvegardes et des enregistrements de son téléphone que vous avez autorisés en tant que son épouse auprès de son opérateur téléphonique. Des messages tard dans la nuit. « Tu me manques. » La nuit dernière était incroyable. Photos, projets. Elena eut un haut le cœur. La pièce devint floue pendant 1 seconde. Le ton de Maya s'adoucit. Cette partie est difficile à voir. Vous n'êtes pas obligé de lire chaque ligne maintenant. Le fait est que ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était une relation durable. Puis Maya fit glisser un autre document vers l'avant. Daté de plusieurs mois avant l'accident de ses parents. Cela montre qu'il la trompait avant la mort de vos parents, dit-elle. Premier séjour à l'hôtel avec Chloé, il y a 8 mois. Avant que vous ne soyez aussi avancé dans votre grossesse, avant l'accident d'avion, avant les funérailles. La chronologie s'est mise en place. Il n'était pas devenu froid à cause du stress. Il ne s'était pas éloigné parce qu'il était dépassé. Il avait déjà quitté leur mariage dans son cœur. Le chagrin qu'Elena ressentait a changé. Il a cessé d'être confus pour devenir quelque chose de clair et de net. De la lucidité. Maya s'est éclairci la gorge. Il y a également des irrégularités financières de son côté. Il a facturé des voyages personnels sur sa carte de crédit professionnelle. Si la société vérifie ses dépenses, cela ne se passera pas bien pour lui. Monsieur Hayes acquiesça. C'est là que votre position entre en jeu, parce que Vargas Holdings garantit des prêts importants à sa succursale. Vous avez le droit légal de demander un audit complet en tant que principale partie prenante et garante. Sofia serra le bras d'Elena. « Vous n'avez pas à le détruire, » murmura-t-elle. « Mais tu n'as plus à le protéger non plus. » Lena fixa la pile de preuves, les reçus d'hôtel, les SMS, les registres de dépenses, les preuves de la vie qu'il menait, pendant qu'elle restait chez elle à compter les coups de pied et à appeler les hôpitaux. « Depuis combien de temps ?»
Suis-je la dernière à être mise au courant ?» demanda-t-elle doucement. Maya répondit honnêtement. Mance. Les mots tombèrent comme une pierre. Monsieur Hayes lui tendit un simple formulaire. Une seule page cette fois. Ceci autorise un audit complet de tous les comptes liés au département d'Adrienne et aux prêts qui y sont associés. Il a dit que le conseil d'administration examinerait les résultats. En fonction de ce qu'ils trouveront, il pourrait y avoir des conséquences professionnelles pour lui au-delà du divorce. Elena prit le stylo. Pendant un instant, sa main trembla. Elle pensa à Léo qui pleurait au cimetière, à Adrien qui se détournait, à Chloé qui attendait dans cette voiture. Le tremblement cessa. « Protégez mes enfants », dit-elle doucement. « Et protégez le nom de mes parents. » Elle signa. Maya ferma le dossier. « Alors, c'est parti. » Et tandis qu'Adrien continuait à se pavaner dans son bureau comme si rien n'avait changé, les ficelles qui soutenaient sa carrière étaient déjà tirées depuis une salle de réunion dont il ne savait même pas que sa femme avait désormais le contrôle. 3 semaines plus tard, l'atmosphère dans la salle de réunion de Vargas Holdings était empreinte d'une tension différente. L'audit préliminaire était terminé. Elena entra dans la pièce, accompagnée de M. Hayes. Elle se tenait désormais droite. Son ventre était plus léger, car depuis qu'elle avait signé le formulaire d'audit, elle avait donné naissance à sa fille. Le travail avait commencé soudainement 1 semaine après la lecture du testament. Il avait été rapide et intense, mais sans complications. À présent, même si elle portait encore des vêtements amples et se déplaçait avec précaution, ses yeux reflétaient une nouvelle force. Elle n'était plus seulement une fille en deuil et une épouse abandonnée. Elle était également mère de 2 enfants et propriétaire de la table vers laquelle elle se dirigeait. Dans la salle se trouvaient 4 personnes qui se levèrent à son entrée. Monsieur Kwan, le président du conseil d'administration, la soixantaine, le regard vif, imperturbable. Madame Patel, la directrice financière, élégante, la cinquantaine, réputée pour son éthique rigoureuse. Daniel Ruiz, connu dans l'entreprise sous le nom de Daniel DRH, calme et observateur. Madame Clark, la conseillère interne de l'entreprise, une femme d'une 40aine d'années à la voix ferme, avec une grande pile de dossiers. « Elena, » dit chaleureusement Monsieur Kwan. « Merci d'être venue et félicitations pour votre bébé. »« Merci, » répondit Elena en inclinant légèrement la tête. Ses mains reposaient sur la table. Ses doigts entrelacés tentaient de stabiliser le poids de ce qui allait être discuté. Une fois tout le monde installé, l'intensité de la pièce se transforma en un calme sérieux et concentré. Madame Patel ouvrit un dossier intitulé « Audit interne du département charbon ». « Elena, commença-t-elle, l'audit que vous avez autorisé a révélé plusieurs problèmes liés au rôle de votre mari en tant que directeur de succursale. » Elena eut la bouche sèche, mais elle garda le regard fixe. « Veuillez me parler clairement. » Madame Patel fit glisser la première série de documents vers elle. « Tout d'abord, nous avons confirmé l'utilisation abusive répétée de la carte de crédit de l'entreprise, » expliqua-t-elle. « Des séjours à l'hôtel sous le prétexte de réunions avec des clients, qui correspondent aux reçus recueillis par l'enquêteur Torres. Il n'y avait aucun client présent. Les reçus sont clairement personnels. » Daniel a ajouté « Le personnel l'a vu à plusieurs reprises avec la même femme près de ces hôtels. Certains ont supposé qu'il s'agissait d'une cliente, d'autres ont soupçonné autre chose. » Madame Patel a poursuivi. « Deuxièmement, nous avons constaté des irrégularités dans les feuilles de présence. Les heures déclarées à l'entreprise ne correspondent pas à sa présence réelle sur le site. Il était payé pour un travail qu'il n'avait pas effectué. » Mademoiselle Clark, l'avocate, a tapoté un autre document. « Troisièmement, il y a eu de multiples plaintes internes de la part de membres du personnel féminin concernant des commentaires inappropriés et des avances non désirées. La plupart ont été rapportés verbalement à leur supérieur direct, qui avait soit peur de remonter l'information, soit pensait qu'elle ne serait pas prise au sérieux. » Daniel a acquiescé. « Ces femmes sont désormais disposées à faire des déclarations complètes, maintenant que nous avons lancé cette procédure. Elles se sentaient plus en sécurité en sachant que l'audit venait d'en haut. Chaque déclaration a fait l'effet d'un coup de massue dans la pièce. Elena n'a pas bronché, mais intérieurement, quelque chose a changé. Il n'était pas seulement un mauvais mari. Il était un handicap pour tout son entourage. Monsieur Kwan s'est penché en avant.
Comme vous détenez désormais les actions majoritaires et que votre père avait précédemment soutenu sa succursale avec des garanties de la société, nous avions besoin de votre autorisation pour aller de l'avant sur 2 fronts, la discipline interne et la restructuration des prêts. La restructuration des prêts, a répété Elena. Oui, répondit Madame Patel. Compte tenu de ces conclusions, Vargas Holdings n'est plus en mesure de garantir les prêts directement liés au département d'Adrienne. Nous pouvons retirer la garantie. La banque décidera alors de demander le remboursement du prêt, d'augmenter les taux ou d'exiger de nouvelles garanties. Elena repensa aux paroles de son père dans la vidéo. Si son caractère s'avère dangereux pour vous, la décision vous appartient. Mademoiselle Clark s'exprima clairement. D'un point de vue juridique et des ressources humaines, nous recommandons un licenciement pour motif valable. Les preuves le justifient. Le retrait de la garantie est une décision commerciale qui relève de votre discrétion. Le silence s'installa dans la pièce. Le choix s'imposait à elle. Pendant un instant, Elena vit 2 images dans son esprit. Adrien s'éloignant d'elle devant la tombe et les employés qui dépendaient de la société pour prendre des décisions judicieuses. Il ne s'agit pas de vengeance, dit-elle finalement, d'une voix douce mais ferme. C'est une question d'intégrité. Il a utilisé l'argent de l'entreprise pour financer sa liaison. Il a manqué de respect à des employés qui lui faisaient confiance et il a abandonné sa propre famille lors d'un enterrement. Elle prit une lente inspiration. Suivez la politique de l'entreprise. Elle dit, si la politique prévoit un licenciement, licenciez-le. Si la banque doit réévaluer le prêt parce que nous retirons notre garantie, laissez-la faire. Monsieur Kwan acquiesça, le respect se lisant dans ses yeux. Nous procéderons exactement selon les règles, dit-il. Ni plus, ni moins. Mademoiselle Clark rassembla les documents. Avec votre consentement enregistré, nous finaliserons la décision interne et rédigerons le rapport écrit. Il fera également partie des informations divulguées lors de votre prochaine audience au tribunal. Elena cligna des yeux. L'audience au tribunal ? C'est bientôt. Monsieur Hayes répondit. Oui, l'audience pour le divorce et la garde est prévue le mois prochain. Le juge verra non seulement ce qu'il vous a fait, mais aussi qui il est aux yeux de son employeur. La réunion prit fin, mais alors qu'Elena se levait, Mademoiselle Clark l'arrêta doucement. « Elena, dit-elle doucement, je sais que c'est douloureux de voir votre vie personnelle et sa vie professionnelle se heurter, mais vous devez savoir qu'il est seul responsable de cette situation. Vous refusez simplement de le cacher. » Elena la regarda dans les yeux. « Je comprends, dit-elle. » Pour la première fois, elle sentit ses poumons se remplir complètement. Elle ne tirait pas les ficelles par méchanceté. Elle refusait simplement d'être la femme qui absorbait silencieusement ses dommages. Et tandis qu'Adrien se vantait encore auprès de Chloé que le divorce se passerait comme il le souhaitait, il n'avait aucune idée que le juge était sur le point de lire ses péchés à haute voix, ligne par ligne, devant tout le monde. Le marteau du juge frappa le bois, et toutes les conversations chuchotées cessèrent instantanément. Elena était assise à la table du plaignant, les mains jointes sur ses genoux. Elle respirait lentement et prudemment. Sous la table, ses jambes tremblaient juste assez pour qu'elle appuie plus fort ses pieds sur le sol afin de se stabiliser. Cela faisait un peu plus d'1 mois depuis l'enterrement. Sa fille était née 2 semaines après. À présent, le bébé restait à la maison, avec tante Maria et Sophia, pendant qu'Elena affrontait le prochain champ de bataille. Monsieur Hay était assis à côté d'elle, calme et prêt. Derrière eux, Maya observait silencieusement avec quelques membres de la famille et des représentants de l'entreprise. De l'autre côté de l'allée, Adrien était assis à la table de la défense. Il avait l'air différent. Son arrogance habituelle avait disparu. Ses épaules étaient affaissées. Une légère ombre assombrissait sa mâchoire, comme s'il n'avait pas bien dormi. Il n'arrêtait pas d'ajuster sa cravate, transpirant légèrement sous les lumières de la salle d'audience. Il avait toujours un avocat, le sien, mais il ressemblait moins à un homme en contrôle qu'à un homme attendant une sentence qu'il ne comprenait pas. La juge, une femme d'une 50aine d'années, au regard assuré, parcourut les documents devant elle. La Cour va maintenant examiner les preuves dans l'affaire Elena Vargas contre Adrien Cole. Elle a déclaré que cette affaire concernait la dissolution du mariage, la garde des enfants et les obligations financières associées. Elle souleva le premier document. Pièce à conviction A. Des SMS indiquant une relation extra-conjugale entre M. Cole et Mme Chloé Bennett pendant plusieurs mois, y compris pendant la fin de la grossesse de Mme Vargas et la période entourant le décès de ses parents. Des murmures parcoururent discrètement l'assistance.
Adrien s'agita sur son siège, serrant les mâchoires. Elena regardait droit devant elle, les yeux fixés sur le banc du juge. Elle refusait de croiser son regard. Pièce à conviction B, poursuivit le juge. Déclaration de témoins et preuves photographiques confirmant que le jour de l'enterrement de la mère de Madame Vargas, M. Cole a présenté les papiers du divorce au cimetière et a quitté les lieux immédiatement après, alors que Madame Vargas était en fin de grossesse et que leur enfant mineur était présent. Adrien grimaça en entendant ces mots prononcés avec autant de détails cliniques. La voix du juge restait calme. Pièce à conviction C. Documentation des déclarations émotionnellement cruelles faites par M. Cole à Madame Vargas pendant sa grossesse et immédiatement après la perte de ses parents, corroborées par des SMS et des témoignages de proches. Jenna, la jeune collègue, et d'autres personnes étaient assises et regardaient, certaines pour apporter un soutien moral, d'autres pour voir la justice rendue. Le juge brandit un autre document. Pièce à conviction D. Extrait d'un audit interne de la société fourni par Vargas Holdings, confirmant l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise par M. Cole pour des séjours personnels à l'hôtel, la fausse déclaration de dépenses professionnelles et des comportements inappropriés envers le personnel féminin. Les yeux d'Adrienne s'écarquillèrent. « Ils vous ont donné ça », lâcha-t-il. « Asseyez-vous, M. Cole, dit fermement le juge. Vous aurez votre tour. » Il se rassit, respirant bruyamment. M. Hayes se leva. « Votre honneur, pouvons-nous appeler notre premier témoin ?» demanda-t-il. « Allez-y, répondit-elle. « Mademoiselle Jenna Carter » appela M. Hayes. Jenna marcha prudemment vers la barre, tordant nerveusement ses doigts. Elle avait une vingtaine d'années, les cheveux tirés en arrière, vêtue d'un simple chemisier. Elle semblait vouloir être ailleurs, mais elle s'assit, leva la main et jura de dire la vérité. « Mademoiselle Carter, dit M. Hayes doucement, vous travaillez sous les ordres de M. Cole, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça. « Oui, dans sa succursale. Pouvez-vous dire à la cour comment il vous traitait, vous et certaines autres femmes du bureau ?» Jenna déglutit. Il flirtait beaucoup. Il disait des choses comme « Si vous voulez gravir rapidement les échelons, il vaut mieux être aimable. » Il se tenait trop près. Parfois, il posait sa main sur mon épaule et ne la bougeait pas. « Vous sentiez-vous à l'aise pour signaler cela ?» demanda M. Hayes. « Au début, non, répondit-elle. C'était mon supérieur. Il disait être proche de la direction. J'avais peur de perdre mon emploi. » M. Hayes acquiesça. « Et avez-vous ensuite partagé cela avec les ressources humaines dans le cadre de l'audit ?»« Oui, répondit Jenna. Quand ils m'ont dit que c'était confidentiel et que les principaux actionnaires étaient impliqués, je me suis enfin senti en sécurité. »« Merci, dit M. Hayes. Je n'ai pas d'autres questions. » L'avocat d'Adrienne tenta de trouver des failles en demandant si quelque chose avait été mal interprété, mais les réponses de Jenna étaient simples et cohérentes. Elle n'exagérait pas. Elle ne cherchait pas à se venger. Elle en avait juste assez d'avoir peur. Lorsque Jenna descendit de l'estrade, la juge se tourna vers Adrien. « Monsieur Cole, dit-elle, vous avez été présenté aujourd'hui non seulement comme un mari qui a failli moralement, mais aussi comme un homme dont le comportement soulève de sérieuses inquiétudes quant à sa stabilité, sa responsabilité et son respect envers ceux qui dépendent de lui. » Et ça, c'était ce qui s'attendait. Il secoua la tête. « Elle m'a trompé, s'écria-t-il en pointant Elena du doigt. « Elle ne m'a jamais dit qui elle était vraiment. Si j'avais su qu'elle était Vargas, l'interrompit la juge. Votre ignorance de l'héritage de votre femme n'excuse pas votre comportement, monsieur Cole. Vous êtes seul responsable de vos actes. » Adrien se tut, stupéfait de voir à quel point cet argument ne l'aidait pas. La juge brandit le document contenant la décision finale. Sur la base des preuves, cette cour accorde la garde physique et légale principale des enfants à Madame Elena Vargas. Monsieur Cole bénéficiera d'un droit de visite limité et supervisé jusqu'à une nouvelle évaluation. Les obligations financières sont fixées en fonction de ses capacités et pourront être révisées une fois que sa situation professionnelle et les procédures internes de l'entreprise auront été entièrement réglées. Elle marqua une pause. En outre, le tribunal reconnaît le préjudice émotionnel causé par la remise des papiers de divorce lors d'un enterrement et considère cet acte comme un facteur aggravant dans l'évaluation de sa crédibilité en tant que parent responsable. Le marteau tomba une fois. La décision était prise. Adrienne fixa Elena, stupéfaite. La vie qu'il pensait voir tourner en sa faveur ne l'avait pas fait.
Elena le regarda enfin. Ses yeux ne reflétaient aucune haine, seulement de la distance. « En paix, Durang. Tu t'es trompé, dit-elle doucement. Il ouvrit la bouche pour protester, mais le baïf demandait déjà aux gens de quitter la salle. Et tandis qu'Adrien sortait du tribunal, se sentant dépouillé et exposé, il s'accrochait encore à l'espoir qu'au moins son emploi lui resterait acquis. Il ne se doutait pas que la dernière porte qu'il croyait ouverte était déjà verrouillée. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer !» La voix du gardien de sécurité arrêta Adrien dans son élan, à quelques centimètres des portes vitrées de l'immeuble de bureau qu'il avait traversé avec assurance pendant des années. L'intensité le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. « Comment ça, je ne peux pas entrer ?» demanda-t-il. « Je travaille ici. »« Plus maintenant » répondit une voix calme derrière le gardien. Adrien leva les yeux et vit Daniel Rouge, Daniel des ressources humaines, s'approcher, un dossier mince à la main. Le visage de Daniel était professionnel, mais il y avait une trace de pitié dans ses yeux. Daniel dit « Merci d'être venu. Nous vous avons demandé de venir aujourd'hui pour récupérer vos documents de séparation. »« Séparation ?» s'écria Adrienne. « Je suis le meilleur manager de cette succursale. Vous ne pouvez pas simplement… » Daniel ouvrit le dossier et parla d'une voix calme. L'audit a révélé un détournement de fonds de l'entreprise, des notes de frais falsifiées et de multiples plaintes pour manquement à l'éthique. Le conseil d'administration a voté. Votre contrat de travail est résilié pour motif valable avec effet immédiat. Adrienne eut la bouche sèche. Le conseil d'administration ? Qui au sein du conseil d'administration ferait cela ? Daniel croisa son regard. L'actionnaire principal a approuvé la décision. Adrien fronça les sourcils. Qui est l'actionnaire principal ? Je ne l'ai jamais rencontré. Puis le nom tomba comme un coup de massue. Monsieur Elena Vargas, dit Daniel. Pendant une seconde, Adrien oublia comment respirer. Elena, murmura-t-il. Vous voulez dire, mon Elena ? Elle est l'actionnaire de Vargas. Derrière le comptoir, quelques employés observèrent la scène. Certains faisaient semblant de taper à l'ordinateur, mais leurs yeux ne quittaient pas la porte. Quelqu'un murmura « Ce n'est pas le type qui a été dénoncé au tribunal ?» Un autre murmura « Il a trompé Elena, il est fini. » Adrien sentit les murs se refermer sur lui. Son téléphone vibra dans sa poche comme une dernière bouée de sauvetage. Il le sortit précipitamment. Nouveau message. « Chloé, je suis désolé, Adrien. Je ne savais pas que ça prendrait une telle tournure. Je ne peux pas être impliqué dans cette histoire. Ne me contacte plus, s'il te plaît. » En quelques lignes, la femme pour laquelle il avait tout risqué s'éloignait. Il fixa le message, puis les portes vitrées qu'il ne pouvait plus franchir, puis le visage impassible de Daniel. Son travail, sa liaison, sa réputation, son accès à la vie dont il se vantait. Tout était parti. « Où suis-je censé aller ?» marmonna-t-il plus pour lui-même que pour Daniel. La voix de Daniel était calme. « Ce n'est plus à l'entreprise d'en décider, Adrien. Voici vos derniers documents. » Il lui tendit le dossier. « La sécurité vous escortera hors de la propriété, une fois que vous aurez signé. » Adrien prit le dossier avec des doigts engourdis. Il signa. Le stylo lui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Alors qu'il quittait le bâtiment, les portes automatiques s'ouvrirent, puis se refermèrent derrière lui avec un léger sifflement qui ressemblait trop à un adieu. Quelques heures plus tard, après avoir erré sans but dans des rues qui lui semblaient soudainement plus froides, il se retrouva devant une porte familière, la petite maison modeste qu'il considérait autrefois comme son foyer. Il hésita, puis frappa. La porte s'ouvrit. Elena se tenait là, un petit paquet serré contre sa poitrine. Leur fille nouveau-née dormait paisiblement, le visage détendu. Léo était assis par terre derrière elle, construisant une tour avec des blocs, fredonnant pour lui-même. Une lumière chaude se déversait du salon. L'air sentait la lotion pour bébé et la cuisine maison. Tout ce qu'il avait rejeté était juste devant lui. « Elena !» dit-il d'une voix faible. « J'ai perdu mon travail. » « Le tribunal, avala-t-il. « Je suis désolé. Je ne savais pas qui tu étais. Si j'avais su… » Elle le regarda longuement, en silence. « C'est justement ça, Adrien, » dit-elle doucement. « Tu ne savais pas qui j'étais parce que tu n'as jamais pris la peine de regarder. Pas quand j'étais en deuil.
Pas quand j'étais enceinte. Pas quand notre fils pleurait pour toi. » Ces mots n'étaient pas criés. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Il jeta un coup d'œil derrière elle, vers Léo et le bébé. « Je peux au moins entrer ? Je n'ai nulle part où aller. » Elle déplaça doucement leur fille dans ses bras et posa sa main libre sur la porte. « Je ne te déteste pas, dit-elle. Je ne te souhaite aucun mal, mais j'ai tourné la page le jour où tu es parti, devant la tombe de ma mère. Je n'ouvrirai pas cette porte pour replonger dans la même douleur. » Ses yeux se remplirent de larmes désespérées. « Elena, s'il te plaît, tu penses toujours que c'est à cause de ce que je suis sur le papier, dit-elle doucement. L'actionnaire milliardaire Vargas. Elle secoua la tête. Tu n'as jamais compris que le véritable trésor était la famille que tu avais déjà. Elle esquissa un petit sourire triste. C'est à moi de protéger ce trésor maintenant. Sur ces mots, elle ferma la porte. Pas violemment, pas brutalement, juste une fermeture douce et définitive. Adrien resta là, à écouter les doux sons provenant de l'autre côté. Le rire de Léo, le petit soupir d'un bébé, le murmure faible d'une femme qui avait pris conscience de sa valeur. Il réalisa alors que la pire perte n'était pas le Brahma, l'argent ou la honte publique. C'était de se tenir à l'écart d'une vie qu'il avait eu la chance d'avoir et de savoir qu'il l'avait gâchée. À l'intérieur, Elena retourna vers le fauteuil à bascule. Elle s'assit, berçant sa fille, tandis que Léo lui montrait fièrement la tour qu'il avait construite. Sa voix était douce et réfléchie, comme la fin d'une histoire qu'elle était enfin prête à raconter. Il m'a laissé devant une tombe. Mais ce jour-là, je n'ai enterré que la version de moi-même qui avait besoin de sa validation. Je me suis relevée en tant que femme que mes parents m'ont élevée à être une femme qui connaît sa valeur, avec ou sans homme à ses côtés. Elle sourit à ses enfants. La paix l'enveloppait comme une couverture chaude. Elle avait sa famille, elle avait son héritage, elle avait elle-même. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait entière. J'espère que vous avez apprécié cette histoire autant que j'ai aimé la créer pour vous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter les leçons que vous en avez tirées. Et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans ma prochaine vidéo.